Bonjour. Je suis heureuse de présenter la nouvelle conférence du CRISP. Pour rappel, le CRISP, c'est le centre de recherche de l'ISP. L'ISP étant depuis 30 ans la référence en matière de concours et examens. Mais l'ISP, c'est aussi plus que cela, car depuis quelques années, l'ISP est plus qu'une classe préparatoire. L'ISP est une véritable école du droit. Bref, dans le cadre des conférences du CRISP, nous abordons aujourd'hui un sujet polémique et d'actualité, le populisme. Et plus précisément, nous poserons la question avec Samir Amal et avec Philippe Mazet, tous les deux professeurs de culture générale à l'ISP, de savoir si le populisme est l'avenir de la démocratie. Vous pourrez, tout au long de cette soirée, poser vos questions, auxquelles nous répondrons en fin de conférence, en passant par le fil Twitter de l'ISP, #ISP. Rentrons donc dans le vif du sujet. Le populisme, c'est d'abord un constat de succès électoraux. Du Guatemala, avec Jimmy Morales, aux Philippines, avec Rodrigo Duterte, de la Hongrie, avec Viktor Orban, au Royaume-Uni, bien sûr, le Brexit, ou en passant par la France ou les États-Unis, avec le phénomène Trump, les populismes se portent bien. Mais de quoi parle-t-on exactement? D'un populisme romantique, comme les Narodnitsky, ce mouvement socialiste agraire anti-tsariste actif vers 1860 en Russie, et qui rêvait de restaurer une communauté perdue et idéalisait les paysans et leur mode de vie, et ainsi souhaitait retrouver l'âme du peuple, ou est-ce une forme complètement différente? Commençons par une définition. La meilleure, me semble-t-il, est celle donnée par deux sociologues, Daniel Albertazzi de l'université de Birmingham et Duncan MacDonnell de l'université de Brisbane en Australie, qui définissent le populisme comme une idéologie qui oppose un peuple vertueux et homogène à un ensemble d'élites accusées de priver le peuple souverain de ses droits, de ses biens, de son identité et de sa liberté d'expression. Le populisme a une connotation donc négative. Il est synonyme de démagogie, et ce serait une forme de néo-sophisme qui flatterait les instincts les plus bas du peuple en lui disant ce qu'il souhaite entendre. Le populisme, c'est une réalité complexe. Ce n'est pas l'apanage d'un parti politique, de gauche ou de droite. Ce n'est plus seulement un vote protestataire, mais c'est aussi, et de plus en plus, un vote d'adhésion. Le populisme, enfin, c'est une controverse. Le populisme est-il une dégénérescence de la démocratie, ou bien à l'inverse, un retour à la souveraineté du peuple? Pour y voir plus clair, Samir Amal, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris et haut fonctionnaire, fera l'arrêt sur image qui fait trop souvent défaut lorsqu'on parle du populisme. Il prendra le temps d'en décomposer à la fois les composantes, les causes, les manifestations. Puis nous tenterons, avec Philippe Mazet, haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA, de savoir si au final, le populisme est une régression ou plutôt une forme de renaissance de la démocratie. Samir ? Merci Julie. Alors je vais essayer de vous expliquer le phénomène populiste à travers ses différentes composantes. Alors on va s'intéresser aux variables institutionnelles, mais pas seulement, politiques également, sociales, culturelles. En clair, on va essayer de voir que le populisme se nourrit de déséquilibre, de rupture d'équilibre au sein du système. C'est ça le populisme, c'est la rupture avec une triple crise. La crise d'abord de la représentation, la crise économique et sociale ensuite, et la crise identitaire pour finir. Voilà en fait ce qui fait en quelque sorte la structure d'opportunité dans laquelle se niche le populisme. D'accord. Alors, si je comprends bien, pardon Samir, ce qu'il faut entendre par là, c'est que le populisme présente à la fois une dimension strictement politique, ce que tu appelles la crise de la représentation, mais aussi donc économique, sociale, voire même sociétale, puisque tu parles d'identité. Exactement, c'est exactement ça Julie, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va vous présenter ça, je vais vous présenter ça à travers ces différents axes qu'on va essayer de structurer en deux parties, enfin deux sous-parties, la crise du politique, crise institutionnelle en grand A, et puis la crise économique et sociale et culturelle en grand B. Alors, commençons par expliquer d'abord la crise des systèmes de médiation. Parce que le populisme, c'est bien le symptôme d'une rupture des équilibres institutionnels et politiques de la démocratie. Effectivement, c'est d'abord une crise, le populisme, du modèle représentatif. On en a des exemples tous les jours et ça fait plus de 20 ans que cette crise des systèmes de médiation touche toutes les démocraties occidentales, la France y compris. En fait, il s'inscrit dans le cadre d'un rejet global des organisations représentatives. Donc, pas seulement les partis politiques,
mais aussi, par exemple, les organisations syndicales. Pensez à la baisse de la syndicalisation dans les entreprises. Et cette crise des systèmes de médiation, elle a produit les symptômes que vous connaissez très bien. Le rejet de la classe politique, d'abord. C'est avant tout un rejet de l'offre politique, c'est-à-dire ce qu'on nous propose. On touche ici à un grand malentendu de la démocratie, car la représentation n'implique pas forcément la représentativité. Dans la représentation, il y a une possible déformation de l'objet initial, comme en peinture, si vous me permettez la comparaison, sauf à faire une photographie de l'opinion, de l'électorat, pour avoir une ressemblance parfaite entre le corps législatif et le corps électoral, sauf que vous savez très bien que c'est impossible. Et c'est ce qui explique que les femmes, que les minorités ethniques, que les minorités religieuses, sexuelles, les handicapés, certaines catégories socioprofessionnelles, pensons aux ouvriers par exemple, ou aux employés, sont très peu ou pas représentés dans les assemblées législatives. Si on faisait le portrait robotype aujourd'hui d'un député, ce serait un homme blanc d'une cinquantaine, soixantaine d'années, qui est profession libérale ou fonctionnaire. Évidemment, ce hiatus dans la représentation crée une demande très forte de rajeunissement, de parité, de diversité sociale, que vont exploiter les partis populistes de gauche comme de droite. D'ailleurs, pensez à Podemos en Espagne. Et ce qui est sous-jacent, c'est finalement la dénonciation de quelque chose qu'on connaît bien, c'est la professionnalisation de la politique. Et l'un des arguments phares des partis populistes, c'est de dire « nous ne sommes pas des professionnels de la politique ». Regardez les élus de Podemos en Espagne, par exemple, ou les élus du Front National en France. Ce ne sont pas, en France particulièrement, par exemple, à l'exception de Florian Philippot, mais ce ne sont pas des hauts fonctionnaires, par exemple. Et pour la faire simple, j'ai envie de dire que finalement, c'est quelque chose de très ancien qu'on retrouvait déjà sous la plume de Max Weber lorsqu'il critiquait la professionnalisation de la politique. Autre symptôme qu'on devrait mettre en évidence, c'est la crise de confiance, ou la perte, en quelque sorte, de crédibilité générale des institutions. La justice, la science, les journalistes, et évidemment les politiques. Pourquoi, et on ne voit pas pourquoi d'ailleurs le système politique échapperait à cette tendance de fond. Et la multiplication des affaires politico-financières donne raison aux populistes qui disent finalement le système permet l'impunité, sous-entendu nous avons les mains propres. Troisième symptôme, évidemment, l'abstentionnisme électoral. Il atteint, c'est pas une surprise, des niveaux records à chaque élection. C'est Marcel Gauchet qui parle de désertion civique. Alors effectivement, le mot est fort, mais témoigne du malaise face à l'offre électorale. Pour faire simple, depuis, si vous voulez, le début des années 80, en France, toutes les élections ont démontré une dynamique assez implacable. Sortez les sortants. Ce qu'on appelle pudiquement l'alternance, en fait, correspond à un vote sanction. Sauf qu'au final, Julie, cette petite musique nous laisse un goût amer, puisqu'elle finit par nous faire penser, en tout cas dans l'opinion, que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, qu'il y a un jeu des chaises musicales. Comme le dirait Marine Le Pen, c'est l'UMPS. Comme le dirait Jean-Luc Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous. Comme le dirait Nicolas Dupont-Aignan, tous pourris. Donc il y a cette forme de système, mais il faut faire attention, parce que considérer que l'abstentionnisme électoral est le signe d'une dépolitisation, ce serait se tromper. Il y a certes une baisse de la mobilisation électorale, mais le besoin d'engagement politique, il n'a pas disparu. Il existe le besoin d'engagement associatif, le besoin d'engagement bénévole, par exemple. En clair, si on vit une crise de la représentation, on ne vit pas pour autant une crise de l'engagement. Et ça, c'est très important. Bon alors, on a ces symptômes, on a constaté ces symptômes, c'est très bien, mais qu'est-ce qui explique cette fragilisation des systèmes de médiation? Alors évidemment, d'abord, c'est le développement des médias. C'est un point très important, qui ont réduit la fonction de transmission des partis politiques. Ils concurrencent aujourd'hui les partis politiques, d'abord dans leur fonction d'animation du débat, mais aussi dans leur fonction de formation de l'opinion. Et si on regarde plus récemment, vous avez avec la percée des nouveaux moyens d'expression directe que sont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter par exemple, finalement la fin du système de médiation. Et lorsqu'on regarde les leaders populistes, lorsqu'on observe leur mode de communication, eh bien, ils s'adressent directement au peuple grâce à Internet, sans passer par les médias. D'ailleurs, les médias traditionnels très souvent sont accusés d'être aux ordres du pouvoir. Pensez aux critiques de Jean-Marie Le Pen à l'égard de Canal+, la chaîne du système, ou de Marine Le Pen également, qui critique très fortement les émissions de télé, les chaînes de télé en continu, par exemple. Autre cause de ce symptôme, c'est la volatilité électorale. La volatilité électorale, parce qu'on est passé, si vous voulez, de l'ère de la fidélité électorale à l'ère de la fluidité électorale. Aujourd'hui, on ne vote plus politiquement comme on est socialement. Ça, c'était un peu la règle jusque dans le début des années 80. Le monde ouvrier, par exemple, ne vote pas seulement à gauche.
Donc, avant, si vous voulez, voter c'était un acte lourd. Aujourd'hui, c'est quasiment un acte de consommation. Si j'osais la comparaison, je dirais que le consommateur-électeur, il arbitre en fonction de ses préférences, un peu comme l'homo economicus, de façon rationnelle, dans le but de maximiser son utilité marginale. Et donc il regarde, il compare les programmes, et puis il décide en conséquence. C'est ce qui explique en partie la fin des clivages, du clivage droite-gauche sur très nombreux sujets d'ailleurs, sur l'immigration, sur la sécurité, sur le chômage. Et le problème, et vous le sentez bien, je pense que c'est cette convergence idéologique qu'on vit actuellement, convergence idéologique des partis programmatiques, elle alimente finalement le discours populiste. Lorsque vous regardez par exemple la grande conversion de la gauche au social-libéralisme, ça permet de dire aux partis populistes, exemple en France du Front National, de dire, bien, regardez, ils se sont convertis finalement à un système. Et le système défend exactement les intérêts de l'élite, c'est-à-dire Bruxelles, c'est-à-dire le marché, c'est-à-dire la mondialisation. Troisième facteur, évidemment, c'est le déclin des partis traditionnels. En fait, on constate que les partis politiques vont synthétiser en eux-mêmes toute la crise de la représentation. Pensez à l'exemple italien avec l'effondrement de la Democristiana, la démocratie chrétienne, ou encore du Parti communiste, depuis la fin finalement de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80. L'effondrement, la quasi-disparition du Parti communiste en France, complètement marginalisé, ou encore l'émergence, chose rare au Royaume-Uni dans un système bipartisan, l'émergence de UKIP, de Nigel Farage, ou encore de Podemos en Espagne. Tout cela, en fait, la suite logique de toute cette évolution du déclin des partis traditionnels, en fait, c'est évidemment le succès de nouveaux partis. Il y a des nouveaux partis, et j'ai envie de faire du mauvais Steve Jobs. J'ai envie de dire que votre génération, elle vit une révolution. Elle vit une révolution parce que, comme l'ubérisation des économies, les partis politiques aujourd'hui sont confrontés à une certaine ubérisation. J'en veux pour preuve l'exemple d'Emmanuel Macron qui a lancé son parti, c'est un mouvement, En Marche, qui, depuis 2016, là, a concentré des milliers d'adhérents. D'ailleurs, Macron indique lui-même, et c'est délicieusement cruel, qu'il ne fait pas partie du Parti socialiste. Et donc, ce qui démontre qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de structures partisanes pour trouver un électorat. Alors, en fait, ce qui se joue du point de vue théorique, finalement, c'est la crise de la démocratie représentative et donc de la souveraineté nationale. Parce qu'il faut revenir un petit peu aussi sur les notions, c'est très important de les développer dans une copie de culture générale. Là, face à la démocratie représentative, il y a un modèle qui est souhaité, qui est mis en avant, c'est le modèle de la démocratie directe. C'est d'ailleurs sur ce point que Philippe reviendra dans un instant tout à l'heure. Alors, naturellement, les citoyens veulent redevenir des acteurs de la vie politique. Et la tentation est grande, souvent, de se tourner vers un chef providentiel, un leader, parce que le populisme, c'est la crise des systèmes de médiation, et la crise des systèmes de médiation, c'est parfois le recours à un homme dans une relation directe avec l'électorat. Un homme ou une femme d'ailleurs, providentielle. Je vous donne quelques exemples, si on fait un petit tour d'Europe. Tu avais commencé en parlant de Trump, tu as parlé également de Rodrigo Duterte, effectivement, ce sont des exemples contemporains, mais on pourrait remonter un petit peu en Autriche avec le FPO de Jörg Haider, le parti de Frank Vanecke également, le Vlaamsblok en Belgique, le parti de Pia Kjærsgaard, le parti populaire danois au Danemark, le parti de Christoph Blocher, l'UDC en Suisse, le parti d'Umberto Bossi en Italie avec la Lega Nord, le parti de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui Marine Le Pen, en France. Mais attention, c'est important de le dire, les partis populistes ne sont pas l'apanage des partis de droite, ne sont pas l'apanage de la droite. À gauche également, vous retrouvez des partis qu'on pourrait qualifier de populistes. Pensez au parti d'Alexis Tsipras, Syriza en Grèce, ou également le parti de Pablo Iglesias en Espagne, Podemos, ou encore le Front de gauche en France, avec Jean-Luc Mélenchon. Michel Vinocq, il le dit d'ailleurs très bien. Il dit que le populisme n'est pas spécifiquement d'extrême droite, il ne s'origine pas spécifiquement à l'extrême droite. D'ailleurs, vous avez bien vu, et je trouve que c'est très intéressant ces dernières semaines, que le populisme s'est installé même dans des pays sur les ruines du communisme. Si on va du côté de l'Europe de l'Est, il y a des partis populistes très forts. En Pologne, c'est le parti Droit et Justice. En Hongrie, le parti Fidesz de Viktor Orban, dont tu parlais tout à l'heure en introduction, Julie. Ou encore en Slovaquie avec le parti Liberté et Solidarité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun, le dénominateur commun, ces leaders populistes? Eh bien, ils réactivent d'une certaine manière une forme de domination charismatique, pour le dire un peu comme Max Weber.
Vous remarquerez que d'ailleurs ce sont très souvent d'excellents tribuns. Ils savent divertir la plèbe, ils savent l'amuser. D'ailleurs, ils sont très souvent, pour la peine, très provocateurs dans le discours, parce qu'ils estiment être les porteurs des valeurs du peuple. Jean-Marie Le Pen et ses dérapages verbaux contrôlés, vous connaissez bien la formule, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Eh bien, dans le discours populiste, il y a cette capacité, effectivement, à parler comme le citoyen lambda, le citoyen moyen. Je vous rappelle, par exemple, que Silvio Berlusconi, le fondateur du parti Forza Italia, qui d'ailleurs était le slogan des tifosi, Forza Italia, des tifosi de l'armée, c'est une véritable armée, les tifosi italiens, de l'équipe de football italienne. Eh bien, Berlusconi, il revendiquait de parler comme le supporter moyen. Vous en avez une autre également qui avoue ne pas respecter le politiquement correct, c'est Marine Le Pen aujourd'hui en France. En fait, on dirait, comme Donald Trump aux États-Unis, que ces personnalités, elles parlent sans filtre. Elles parlent comme l'homme de la rue. Et en ce sens, on peut considérer que ces leaders se nourrissent parfaitement du désenchantement démocratique. Ils arrivent à instaurer une relation directe avec le peuple. À mon avis, il y a deux aspects importants qu'il faut souligner sur ce point. Un aspect technique. Cette relation directe, elle est évidemment possible grâce aux moyens de communication directe et au développement, au triomphe de la communication politique. Le succès de Berlusconi, par exemple, dans les années 90 en Italie, devait énormément à sa capacité à utiliser les chaînes de télévision, dont il était d'ailleurs un des actionnaires majoritaires, pensez au groupe Mediaset. Et puis il y a un deuxième point fondamental, au-delà de l'aspect technique, c'est l'aspect, si vous me permettez l'expression, psychanalytique. Les leaders populistes, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils arrivent à exploiter de façon parfaite l'affectif, le besoin d'autorité, une forme de structure paternelle ou parentale qu'ils vont créer avec l'électorat. C'est le père ou la mère qui protège ses enfants. Et donc, on va jouer sur la fascination, sur la fusion collective. Au final, le miracle du chef populiste, c'est finalement de créer ce sentiment de proximité avec le peuple. C'est de dire « je suis comme vous ». C'est de dire « vous êtes comme moi ». Sous-entendu, je n'appartiens pas à l'élite. Et ça, évidemment, c'est un point très important, même si, et certains, je suis sûr, y pensent, me diraient « mais ils disent qu'ils n'appartiennent pas à l'élite et pourtant, parfois, ils en font partie. Ils font partie du système. » Pensez à Silvio Berlusconi qui fait oublier son statut de milliardaire. Pensez à Donald Trump qui dénonce l'establishment tout en faisant partie. Ou pensez également à Marine Le Pen qui dénonce les partis politiques traditionnels tout en étant elle-même aussi une héritière d'un parti politique fondé par son père. Alors, évidemment, produire ce sentiment de proximité, c'est logique lorsqu'on veut détruire les systèmes de médiation que l'on conteste. Alors il y a ici, évidemment, vous le sentez bien, finalement, une dimension très contestataire dans le phénomène populiste. C'est un discours que vous retrouvez à gauche, à droite. C'est l'idée de dire il faut qu'on aille contre le système. C'est la dialectique du « eux » contre nous. C'est la dialectique utilisée, par exemple, par Nicolas Sarkozy lorsqu'il en appelle au peuple de France, sous-entendu le peuple de France contre les élites technocratiques, les intellectuels, les bien-pensants. C'est un terme d'ailleurs que je reprends de lancement de sa campagne électorale. C'est une autre manière de dénoncer finalement l'élite. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle souvent les partis populistes optent pour une simplicité du langage, pour pouvoir être mieux compris directement par le peuple. Simplicité de langage, simplicité parfois même des représentations du monde. 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, où est la solution ? Slogan du Front National dans les années 90. Il faut renvoyer tous les Mexicains chez eux et construire un mur. Slogan de Donald Trump aujourd'hui lors de sa campagne électorale. Et puis, autre exemple, celui de Nigel Farage, il faut sortir de l'Union européenne. Et le Brexit a montré que les Anglais ont été très sensibles à cette rhétorique. Pourquoi je parle de l'Europe ? Parce que, évidemment, l'Union européenne et l'Europe est un pilier des critiques des partis populistes. L'Europe synthétise aujourd'hui toutes les critiques que l'on retrouve dans le discours, dans la plateforme idéologique des discours populistes. Mondialisme contre souverainisme. Libéralisme contre étatisme. Élite contre peuple. Technocratie contre démocratie. Immigration contre nation. Et ça vous explique comment, en 2005, coup sur coup, aux Pays-Bas, ou alors en France, on a perdu, les partis politiques ont perdu le référendum sur la Constitution européenne. Alors, qu'est-ce qui est critiqué quand on interroge les citoyens ? Ils considèrent que l'Europe, elle est déconnectée des réalités.
C'est le terme éloigné qui revient très souvent. Il considère également que l'Europe, elle est incapable de traiter les problèmes. Crise des réfugiés, menaces sécuritaires, résolution du changement climatique. Donc, le populisme se nourrit à la fois de causes structurelles, le système européen est une technocratie pas démocratique, et de causes conjoncturelles, l'Europe est incapable de résoudre les problématiques, et pire, elle les accentuerait. Merci beaucoup. Merci Samir. Ça me semble vraiment très complet, mais si je suis bien tout cela, ce n'est que la dimension strictement politique du populisme dont tu viens de parler. Mais tu nous en as annoncé d'autres. Effectivement. On a développé là les aspects institutionnels et politiques, finalement, de la crise de la démocratie. Mais on ne pourrait pas saisir l'ampleur du phénomène populiste sans comprendre qu'il faut également analyser les ruptures dans le système, ruptures économiques, post-industrielles, qui ont commencé à peu près au début des années 80. C'est-à-dire concrètement les variables économiques et sociales du populisme. Alors, c'est un point très important et c'est la deuxième sous-partie que je voudrais développer, si vous me le permettez. Alors, c'est pas un scoop, évidemment. Depuis le choc pétrolier, nos économies sont rentrées dans une ère de ralentissement économique majeur. C'est la thématique de la crise. Thématique qui s'est imposée à l'agenda public, sauf que, étymologiquement, la crise, c'est le moment paroxystique d'une maladie. Sauf que ça ne devrait pas être un état permanent. Sauf que la crise économique, c'est un état permanent. C'est un état permanent et ça fait 40 ans qu'on est en crise. On s'est habitué à la crise. Pourquoi on s'est habitué et pourquoi elle est devenue insupportable en quelque sorte? On s'habitue et en même temps elle est insupportable. Parce que c'est par rapport, ça tranche évidemment la situation actuelle avec la situation des 30 Glorieuses. Pendant 30 ans, les Français ont eu le sentiment que l'avenir serait meilleur pour leurs enfants. Et depuis les années 90, c'est l'inverse. Ils craignent en permanence la dégradation de leurs conditions de vie. Et en fait, tous les indicateurs semblent leur donner raison. L'explosion du chômage, notamment des plus jeunes. Le développement du travail précaire, l'intérim, les CDD, les working poors, l'ubérisation du travail. L'accroissement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. La montée de l'exclusion, qui d'ailleurs est très intéressante très intéressante du point de vue du discours populiste, parce que qu'est-ce que disent les populistes? Ils s'adressent aux marginaux, aux exclus, aux laissés pour compte, aux outsiders. Et c'est exactement ce que fait Trump aujourd'hui auprès de l'électorat blanc aux États-Unis. Alors, ce contexte, il a évidemment produit un terreau favorable pour les discours populistes. D'abord parce que les populismes en Europe dénoncent tous les inégalités économiques et sociales. Vous savez, c'est le peuple qui travaille dur, c'est la France qui se lève tôt, c'est la France d'en bas, de Jean-Pierre Raffarin, c'est la fracture sociale de Jacques Chirac. Je ne parle pas d'un nazi, hein. C'est pour vous expliquer que, évidemment, ce discours, il est prégnant à gauche, à droite. Et puis, ce sont des slogans qui démontrent que d'autres sont assistés, eux sont des profiteurs. Et donc, on oppose ceux qui travaillent dur, ceux qui payent, ceux qui casquent, pour le dire vulgairement, et ceux qui en profitent. Et ce discours populiste, évidemment, il réussit sur cette dichotomie entre ceux qui en profitent et ceux qui travaillent dur. Alors tout ça, ça explique que les partis populistes, évidemment, ils trouvent une clientèle très très disponible dans les classes sociales en voie de marginalisation. Le phénomène n'est pas nouveau. Dans les années 80, on parlait déjà du gaucho-lepénisme. Eh bien, en fait, ce que réussissent les partis populistes, c'est d'incarner ce que les partis de gauche ont incarné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la fonction tribunicienne, c'est-à-dire de porter les intérêts d'une classe sociale marginalisée. D'ailleurs, Philippe reviendra sur ce point qui est très important dans la construction de la démocratie. Sauf qu'il y a un phénomène nouveau. Il y a un phénomène nouveau avec le populisme, c'est qu'il s'installe désormais dans des CSP+, pour le dire un peu comme les spécialistes en marketing, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les fonctionnaires. C'est un phénomène très récent. Pourquoi on dépasse le simple plombier polonais là, lorsqu'on s'adresse à des catégories supérieures. Parce que le discours populiste prend sur des populations qui sont aujourd'hui menacées par la mondialisation, par le libéralisme, par le capitalisme sauvage et non régulé. Et là, évidemment, c'est la construction d'un discours populiste autour d'un État fort, d'un État régalien. C'est l'État qui protège, c'est l'État qui ne gaspille pas les ressources publiques. Et lorsque vous regardez les discours populistes, ou les programmes même des partis populistes, qu'est-ce qu'on retrouve?
on retrouve des éléments étatistes très forts. La sortie d'une monnaie commune pour revenir à une monnaie d'État, souveraineté nationale. L'étatisme avec par exemple le retour des banques centrales nationales. Étatisme encore avec le protectionnisme et le retour aux frontières. Donc on a un discours qui va toucher les classes populaires. Et si finalement, j'ai envie de dire, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, la réussite des partis populistes contemporains, c'est finalement d'avoir réussi à recycler la thématique de la lutte des classes. Et ça, c'est un coup de génie des partis populistes, c'est une variable sur laquelle on pourra revenir, si vous le souhaitez, lors des questions. Je dis ça parce que si on prend les discours populistes, je trouve qu'il y a un modèle du genre, c'est la campagne de 2002, la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Lorsqu'il a fait sa profession de foi, il l'a envoyé à tous les militants, il parle dans son discours des petits, des obscurs, des sans-grades. Il s'adresse aux Français qui sont marginalisés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans le discours du Front National aujourd'hui. Les oubliés, les invisibles, ceux qui sont méprisés par le système. Il y a finalement la récurrence d'un discours contre la caste. Les prolétaires contre les bourgeois. Les insiders contre les outsiders. Et c'est exactement ce que fait Trump aujourd'hui aux États-Unis. Alors, logiquement, le peuple va trouver insupportable cette fracture et va se tourner vers un leader populiste qui va lui proposer quoi? De lui redonner la parole. C'est le discours des partis populistes. Reprenez le pouvoir. Alors, tout cela serait insuffisant si on n'abordait pas la dernière composante du phénomène populiste, qui est une composante, je dirais, identitaire, culturelle, qui est une composante de plus en plus forte. Parce qu'il y a une crise identitaire qui touche nos sociétés individualistes post-modernes. Historiquement, le phénomène populiste s'est développé dans une Europe, dans un contexte, qui est le contexte d'épuisement des grandes idéologies. C'est, pour le dire comme Marcel Gauchet, le temps de la crise du sens. Il y a une crise de sens dans nos sociétés contemporaines, parce que nos sociétés n'offrent plus de valeurs globales et collectives. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie, ça pourrait être un autre sujet d'ailleurs, la résurgence du phénomène religieux, dans cette possibilité, cette capacité de nous offrir finalement du sacré, de redonner du sacré. Dieu est mort après des siècles de sécularisation, le capitalisme a triomphé, le marché est roi, l'individualisme a été érigé au rang de valeur suprême, et c'est dans ce décor dématérialisé, désacralisé, que les populismes vont trouver un écho favorable à leur thèse. Alors qu'est-ce qu'ils mettent en avant? La nation, la communauté nationale, la patrie, la famille. En fait, ils vont célébrer de façon glorieuse des éléments du collectif. Et le peuple, c'est un élément du collectif. Pensez par exemple à Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis qui célèbre l'America's First. Et c'est là qu'on retrouve précisément une constante du populisme. C'est redonner du sacré, redonner du sens. Parce que oui, le populisme, c'est revenir à une communauté idéalisée. Et sans surprise, la communauté idéalisée, eh bien c'est quoi, Julie? C'est la nation. Alors je dis, bien évidemment, mais parfois la communauté idéalisée, ça peut être une plus petite communauté. Pensez au mouvement dont je parlais tout à l'heure d'Umberto Bossi, la Lega Nord, la Ligue lombarde en Italie. La communauté idéalisée en Italie pour Umberto Bossi, c'est la Padania, encore une communauté beaucoup plus petite. Alors vous sentez bien, et c'est le danger, que la glorification de l'idéalisation de cette communauté peut potentiellement, et c'est dangereux, déboucher sur une exclusion de l'autre. Philippe reviendra sur ce point dans un instant également, dans le cadre d'un national-populisme qui serait caractérisé par une stigmatisation des autres, eux contre nous. Alors, le problème, évidemment, c'est que les populistes surfent à plein sur la crise identitaire qui touche nos sociétés modernes. Et cette menace identitaire, elle est illustrée très simplement par des dynamiques contemporaines. La mondialisation d'abord. La mondialisation parce que personne ne conteste qu'elle a remis en cause des modèles nationaux. Elle a, avec son cortège d'effets induits d'ailleurs, l'ouverture des frontières, la standardisation culturelle, l'uniformisation ou l'américanisation des modes de vie. Petit clin d'œil à José Bové qui parle de la McDonaldisation du monde. Finalement, le peuple, l'homme ordinaire, l'homme de la rue, il a le sentiment qu'on ne vit plus comme avant. Et ça nourrit une certaine nostalgie d'une époque bénie, c'était mieux avant. Deuxième dynamique qui peut alimenter cette rupture, cette crise identitaire, c'est l'immigration. Et là, manque de chance, manque de peau pour la démocratie.
L'actualité est un amplificateur des peurs qui est exploité par les phénomènes, par les partis populistes. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux bateaux en Méditerranée, à ces drames humains, mais qui nourrissent le discours populisme. Et enfin, troisième dynamique que j'aimerais mettre en évidence, c'est le terrorisme. Vous me direz, mais attention, évidemment, il ne faut pas établir de lien entre l'immigration, ce serait très simpliste, et le terrorisme. Sauf qu'il y a un télescopage. Il y a un télescopage, qu'on le veuille ou non, en raison d'abord de causes psychologiques, et sur ce point, il suffit d'allumer BFM ou iTélé pour comprendre qu'il y a le télescopage entre le terrorisme et l'immigration, une espèce de magma. Et puis, il y a des causes réelles qui ont été démontrées, c'est le passage avéré dans les vagues d'immigration de possibles éléments de terroristes qui viendraient de l'État islamique. Alors si vous conjuguez ces différentes dynamiques, vous ouvrez une brèche dans, finalement, la démocratie, avec la possibilité d'un discours simpliste. Je vous donne quelques exemples que vous connaissez bien. C'est la dénonciation du complot. Le complot permanent que vous retrouvez, c'est l'étranger. Marine Le Pen a lancé sa campagne électorale avec son discours en pointant du doigt la responsabilité de Nicolas Sarkozy avec ses amitiés vis-à-vis du Qatar et vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. C'est la dénonciation du complot étranger. Autre facilité, c'est de rechercher évidemment des boucs émissaires de la situation économique, par exemple le chômage. En Angleterre aujourd'hui, vous avez, c'est dramatique, une véritable chasse aux Polonais en ce moment depuis le Brexit, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis les années 30-40, responsables, selon les Anglais, pas tous les Anglais évidemment, de la perte de l'emploi pour les Britanniques. Autre exemple en Hongrie, les Roms qui sont accusés de tous les maux et également de transmettre des maladies. Vous voyez qu'on renoue avec des choses finalement anciennes et assez dramatiques. Et puis, pour la faire simple et pour finir sur ces théories du complot, il y a la théorie très en vogue du grand remplacement ou de la grande substitution. Et je trouve que le succès littéraire de l'ouvrage de Michel Houellebecq, Soumission, le démontre. C'est cette prégnance de cette capacité des théories complotistes à prospérer dans la société. En somme, finalement, il ne faudrait pas, et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire, finalement réduire le populisme à sa dimension folklorique ou démagogique. C'est beaucoup plus complexe. Il y a une dimension institutionnelle, il y a une dimension économique, il y a une dimension identitaire. Donc le populisme, c'est un révélateur des failles du système. Et c'est pas en cassant le thermomètre qu'on arrivera à répondre à la fièvre. Très bien. Merci beaucoup. Donc tout ça est, je crois, très clair. Très clair. Alors, tu as parlé de fièvre, en parlant donc d'un révélateur des failles du système. Et tu dis que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera disparaître la fièvre. J'entends bien l'image qui est amusante. Mais quand tu parles de fièvre, est-ce que, en voyant avec une métaphore médicale, est-ce qu'on ne peut pas se demander plus profondément ce que cache cette fièvre? Est-ce que ce n'est pas le symptôme d'une maladie, mais est-ce que cela ne peut pas être aussi, au fond, un regain de vigueur pour la flamme démocratique, une sorte de nouvelle jeunesse de la notion de souveraineté et du peuple? Bon, vous l'aurez compris, je crois que c'est le moment de se tourner vers Philippe. Pour la suite de cette conférence. Deux premières questions me viennent à l'esprit à la suite de ce que vient de dire Samir. Premièrement, n'est-il pas trop tôt pour juger si le populisme est un ami ou un ennemi actuel de la démocratie? Samir nous en a fait décrit, somme toute, un phénomène très récent. Et deuxièmement, et puis la réponse à cette question ne dépend-elle pas d'abord de nos opinions politiques, des nôtres comme de celles de ceux qui nous regardent? Philippe, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment trancher cette question? Oui, bien sûr. Merci Julie, mais le regard qu'on porte sur le phénomène que Samir nous a dépeint, il dépend des opinions de chacun. Plus précisément, je crois qu'il dépend de la conception que l'on a de la démocratie. Parce qu'une fois qu'on a rappelé que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, on n'a pas dit grand-chose en fait. On sait qu'il y a plein de conceptions de la démocratie, même au sein de la démocratie actuelle, on se réclame de la démocratie athénienne, alors que notre conception n'a rien à voir. Elle est représentative, elle est basée sur la séparation des pouvoirs. Même si on ne prend que la démocratie dans son sens moderne, il y a aussi plein de conceptions. Pour certains, par exemple, il n'y a rien au-dessus de l'expression du peuple. Vox populi, vox dei. Donc il n'y a rien de plus démocratique que ce qu'inspirent les électeurs.
plein de conceptions. Alors pour ce qui nous concerne ce soir, j'afficherai tout de suite la couleur en répondant à ta question. Le populisme est en contradiction avec les principes essentiels de nos démocraties. Ça fera une espèce de grand 2, finalement, après le grand 1 de Samir. Le populisme tourne le dos aux fondements de nos démocraties. Par fondement de nos démocraties, je me réfère en fait en quelque sorte à la conception officielle de la démocratie, en particulier dans la République française. Quelles que soient nos opinions personnelles, c'est en effet à cet idéal qu'il faut se référer. J'allais même dire à cet idéal qu'il faut adhérer lorsque, par exemple, on s'exprime dans une copie de culture générale d'un concours administratif, que ce soit celui de l'ENM, de l'ENA, de commissaire ou d'officier de police. D'où l'intérêt pour nous d'y faire référence ici au CRISP. Reste maintenant bien sûr à expliquer en quoi le populisme est contraire aux principes de nos démocraties. Un grand A, le populisme va contre l'éthique démocratique. Premièrement, le populisme est contraire à ce que j'appellerais l'affectio démocratique. En effet, la démocratie suppose que chaque citoyen reconnaisse dans les autres citoyens comme pleinement légitimes pour participer à la définition de l'intérêt général. Et ce, même si les opinions politiques sur cet intérêt général peuvent être différentes. En un mot, l'éthique démocratique suppose la tolérance. Et c'est visiblement pas dans ce sens que va le discours populiste. Souvent, en effet, il stigmatise tel ou tel groupe, parfois en raison des origines ou de la religion, en considérant tel ou tel comme pas vraiment français, et donc moins susceptible que d'autres de penser le bien commun du pays. Parfois, le populisme stigmatise aussi en fonction de la position sociale, les profiteurs, ou encore lorsqu'on considère que les élites ont trahi le peuple, qu'elles auraient pris le parti de l'étranger, dont nous parlait Samir. Dans les années 30, l'extrême droite parlait de l'anti-France. Si on pense comme ça, si on pense que les élites, effectivement, nous ont trahis, peuvent-elles légitimement participer à la définition du bien commun? Le populisme vous répondra que non. Deuxième élément dans ce A, le populisme est contraire à la rationalité, qui est pourtant la pierre angulaire de l'éthique démocratique. Alors ça fait beaucoup de mots philosophiques, mais vous allez voir, je crois que c'est assez clair. Revenons au fonctionnement idéal de la démocratie, celui qu'on doit avoir en tête, par exemple, quand on passe des concours. Cet idéal de tolérance suppose que l'on donne à chaque citoyen crédit de sa capacité à penser le bien commun. C'est précisément parce que, en tant que citoyen, on pense qu'il est capable de faire des choix en utilisant sa raison. Ça vient de l'esprit des Lumières, ça vient de Kant, qui nous dit que les hommes sont égaux en droit, l'égalité juridique est fondée sur le fait que les hommes sont égaux en raison. Et donc la démocratie est basée sur le fait que tout le monde est doué de raison. Mais encore faut-il que les citoyens fassent usage de cette raison lorsqu'il est question de régler les problèmes de la cité. C'est-à-dire que, encore faut-il que les citoyens mettent de côté leurs intérêts matériels, bien sûr, mais aussi moraux, liés à leurs croyances particulières, leurs origines, leur métier, que les citoyens mettent de côté leurs préférences, leurs sentiments, lorsqu'il est question de délibérer des affaires publiques. Et c'est à ce prix que l'on joue vraiment ce rôle de citoyen. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que le discours populiste ne promeut pas la raison. Il mise sur l'émotion, sur l'amalgame, il n'hésite pas à généraliser à partir d'un fait divers, et son succès repose largement sur des polémiques ou des provocations. Samir nous a rappelé Berlusconi, Jean-Marie Le Pen, Donald Trump, etc. Alors c'est vrai, me direz-vous, bien sûr, la rationalité du citoyen, telle qu'elle est décrite dans cet idéal républicain, elle relève plus de l'idéal précisément que de la réalité de la vie politique. Mais ce qu'on appelle la démagogie n'est pas l'apanage des seuls partis populistes. Mais la particularité de ces derniers, c'est qu'ils assument le fait de s'adresser au sentiment plutôt qu'à la raison, et qu'ils revendiquent le fait de privilégier un certain simplisme, par exemple en discréditant tous les discours complexes, les points de vue nuancés, présentés comme l'apanage des élites, des intellectuels éloignés du peuple. Dans cette conception, le populisme s'adresse davantage à des individus qu'à des citoyens. Or, le citoyen n'est pas l'individu. À Athènes, déjà, on distinguait le démos, c'est-à-dire le peuple, constitué en corps politique, de citoyens, du laïos, c'est-à-dire la multitude désorganisée. Ce n'est pas la même chose.
À Rome, dans un régime certes différent, on distinguait là encore le populus, qui était un organe politique, d'une certaine façon titulaire de la souveraineté, on le distinguait de la plèbe, c'est-à-dire la masse qui n'est apte à participer à la vie politique que indirectement, et pas directement. Elle n'y est associée que par l'intermédiaire du tribun de la plèbe. Et lorsqu'on parle, Samir en parlait, de fonction tribunicienne à propos du populisme, ou lorsque celle-ci est même revendiquée par Mélenchon, qui dit « je suis le tribun de la plèbe, je viens exprimer la colère du peuple », ben, on ne parle pas de citoyen, on ne parle pas du démos, de démocratie. Derrière ce débat d'apparence un peu philosophique, un peu abstrait, sur la rationalité démocratique, on voit bien qu'il y a donc une contradiction entre le populisme et l'idéal de citoyenneté qui doit être le nôtre. Troisième point, le populisme va contre la délibération démocratique. On a vu en effet que la tolérance, d'une part, et la rationalité du citoyen, d'autre part, étaient deux piliers de l'éthique démocratique. En fait, c'est parce que ce sont les deux conditions qui permettent quelque chose d'essentiel, qui est le débat, la délibération démocratique. La délibération entre citoyens demeure, ce n'est pas un scoop, au cœur de la vie démocratique. Or, on peut logiquement conclure de ce qu'on vient de dire que la posture populiste n'est pas de nature à faciliter le débat, et encore moins à aboutir à des compromis, ce à quoi sert normalement le débat démocratique. C'est difficile de favoriser les compromis lorsqu'on considère que ceux avec qui on débat sont des ennemis ou des profiteurs, et lorsqu'on privilégie les sentiments sur les arguments rationnels. On ne prend pas le chemin de trouver un compromis. D'ailleurs, la recherche du compromis est souvent liée à la complexité des intérêts à concilier, complexité de la réalité des problèmes, et on sait que cette complexité, elle n'intéresse pas beaucoup le discours populiste. Je finirai par un élément un peu plus spécifique, je crois très important, c'est celui du risque populiste pour les droits fondamentaux. C'est un point important parce que d'un point de vue un peu scolaire, nous sommes quand même au centre de recherche de l'ISP, on peut rappeler que la démocratie peut se définir par trois éléments. Premièrement, la souveraineté du peuple, bien sûr. Deuxièmement, une certaine éthique, des vertus démocratiques, républicaines, celles dont nous venons de parler, l'idéal dont on vient de parler. Et troisièmement, la garantie des droits fondamentaux. Cette garantie des droits fondamentaux a été pensée dès l'origine comme une limite aux décisions du pouvoir politique, fût-il incarné par un sauveur ou par le peuple souverain. Et il n'est pas du tout anodin que le populisme contemporain s'en prenne systématiquement aux institutions chargées de garantir les droits fondamentaux. Il s'en prend à la justice, en particulier en matière pénale. Il s'en prend à la justice constitutionnelle. Regardez ce qui se passe en Pologne. Il s'en prend à la Cour, la Convention européenne des droits de l'homme, régulièrement mise en cause par le Front National, par exemple, à propos de l'interdiction de la double peine. Tout ça, bien entendu, est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Les droits fondamentaux constituent une limite pour le pouvoir. De même que la mondialisation ou la construction européenne, dont Samir nous a parlé, sont aussi des limites pour le pouvoir et sont donc des cibles du populisme. Parce que ces limites rendent les problèmes politiques et leurs solutions plus complexes. Et on a vu ce qu'il en était du populisme et de la complexité. Et puis je terminerai en disant simplement que les droits de l'homme, comme la séparation des pouvoirs, procèdent d'une construction rationnelle. Ils ne relèvent pas de l'ordre de l'émotion, ils visent même précisément à contrarier les élans trop violents, en quelque sorte les excès du pouvoir, si on repense à Montesquieu. Oui, alors, ok Philippe, je comprends bien, mais on a bien compris que la dynamique populiste était contraire à ce que tu appelles l'éthique démocratique. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça. En redisant quand même que cette éthique, c'est d'abord un idéal. En tout cas, c'est celui auquel doivent se référer les candidats qui passent des concours administratifs. Voilà. D'accord. Mais si tu le permets, j'aimerais, ça fera le grand B finalement, notre grand 2, en m'inspirant de ce que Samir nous a dit tout à l'heure, En fait, Samir nous a rappelé que le populisme avait à la fois des aspects politiques, mais aussi économiques et sociaux. Et je crois qu'on peut dire que, de même, le populisme n'est pas seulement la contradiction avec l'idéal politique de la démocratie, c'est ce qu'on a vu en A, il correspond aussi, à mon sens, à une remise en cause de ses bases sociales. On pourrait faire un B, finalement, sur le populisme et la crise des classes moyennes. En effet, entre la fin du XIXe siècle et les Trente Glorieuses, il y a eu finalement clairement un lien entre le développement de nos démocraties et celui de, j'y reviens, la classe moyenne.
Alors qu'est-ce que ça peut être ce lien entre démocratie et classe moyenne? J'en vois au moins 3. D'abord, rappelez simplement que l'égalité effective des droits est favorisée par l'égalité économique, ou en tout cas par une certaine limitation des inégalités. La cohésion sociale est un atout pour la cohésion du corps politique, alors qu'à l'inverse, le développement de l'exclusion sociale peut favoriser les discours d'exclusion au plan politique. Deuxièmement, la classe moyenne, comme pivot de la société, a contribué à forger le sentiment d'un mode de vie largement partagé, pouvant faire référence à la fois aux classes supérieures, mais aussi à ceux qui espéraient accéder à la classe moyenne. L'existence d'un référentiel commun ne peut que conforter le sentiment d'une communauté de destin et de la nécessité de débattre ensemble des questions communes. C'est un peu une autre définition de la démocratie, finalement. Cette pensée résumée, on peut penser à un ouvrage des années 70 de Valéry Giscard d'Estaing, intitulé, je crois que c'est tout un programme, « 2 Français sur 3 ». Il y dessinait le projet d'une démocratie apaisée, s'appuyant sur une très large classe moyenne, partageant un socle de valeurs communes. Puis troisièmement, je vais être très concret, mais on voit bien qu'il serait difficile de demander aux citoyens de promouvoir l'intérêt général dans une société, enfin ça serait plus difficile, dans une société où il n'y aurait que des très riches et que des très pauvres. En effet, les uns auraient le sentiment de n'être que des contributeurs et que le soi-disant intérêt général ne présente aucun intérêt pour eux, et à l'inverse, les autres seraient totalement dépendants de la collectivité et donc peu responsabilisés quant à sa gestion. En revanche, la force de la classe moyenne pour la démocratie, c'est que ses membres sont à la fois bénéficiaires et contributeurs de l'État-providence. Ce sont les mêmes qui payent des impôts et qui comptent sur les services publics, sur l'école, sur la sécurité sociale. Il n'y a donc pour eux pas de différence, pas d'opposition évidente entre intérêt général et leur intérêt particulier. Les deux sont même mêlés de façon relativement opaque, ce qui permet donc plus facilement de se comporter en citoyen, c'est-à-dire de considérer vraiment que la bonne gestion de l'État, que l'intérêt général, c'est son affaire. Voilà. Nous avons démontré que la classe moyenne donc, et son développement a pu constituer un socle pour nos démocraties. Or, c'est bien là que je voulais en venir, force est de constater que depuis les années 70, on observe dans les pays développés une inversion de tendance. Le mouvement de moyennisation de nos sociétés a laissé la place à une polarisation. Il y a de plus en plus de riches et il y a de plus en plus de pauvres, avec pour corollaire un affaiblissement de ce qui fait chose commune. De ce point de vue, la lecture de la carte électorale, du vote en faveur du Brexit, du vote du FN en France, du référendum très récent sur les migrants en Hongrie la semaine dernière, ou de Donald Trump est éloquent. Très peu de votes pour ces partis dans les grandes villes, beaucoup dans les régions en quelque sorte oubliées, les régions périurbaines ou frappées de désindustrialisation. Sabir nous a bien décrit toutes les manifestations de cette évolution. Refus de la mondialisation, nostalgie des Trente Glorieuses, refus de l'Europe, volonté de retrouver un facteur d'identité nationale, à tout prix. Je me permettrai d'ajouter un exemple à cette perte de référentiel commun qui concerne une institution pourtant majeure dans le grand récit républicain français. Je veux bien sûr parler de l'école. Traditionnellement, l'école était, à tort ou à raison, regardée comme une promesse pour toutes les classes sociales. Or, aujourd'hui, qu'observe-t-on? Pour les classes populaires, la réussite scolaire apparaît comme de plus en plus difficile à atteindre, et elle l'est effectivement dans les statistiques. Pour les classes moyennes, l'obtention des diplômes, y compris de l'enseignement supérieur, n'est plus ressentie comme une garantie contre le déclassement que nous a en substance évoqué Samir. Et enfin, pour les plus privilégiés, même pour eux, même eux, ils ne jurent que par des études à l'étranger, en Angleterre ou aux États-Unis, dès la sortie du baccalauréat, confortant ainsi les reproches que leur font les populistes, des reproches qui seraient d'être des élites davantage intéressés et attirés par la mondialisation libérale, dans laquelle ils espèrent s'en sortir individuellement, en tout cas eux et leurs enfants, plutôt que par le sort de leur propre pays. Alors je terminerai par une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce phénomène s'accélère-t-il depuis ces dernières années, voire ces derniers mois? L'internationalisation de l'économie n'est pas un phénomène si récent, la fin des Trente Glorieuses date déjà de 40 ans, le succès du grand ouvrage de Pierre Rosanvallon, La crise de l'État-providence, remonte à 1981, ça fait 35 ans.
Parmi les éléments de réponse, je risquerais à en retenir un. C'est une thèse qui est très en vogue en ce moment, notamment chez un économiste français, mais pas seulement, un grand économiste français qui est Daniel Cohen. Elle lie ce phénomène de déclassement des classes moyennes, non seulement à la mondialisation, mais aussi aux dernières évolutions technologiques. En effet, dans les années 70, le développement de l'automatisation concernait surtout les machines industrielles et a donc pesé sur les ouvriers. Mais aujourd'hui, l'informatisation automatise quoi? Eh bien, les emplois de bureau, ceux qui consistaient à organiser de l'information, ce sont les emplois d'employés, de cadres intermédiaires, c'est-à-dire précisément ceux occupés par la classe moyenne. Cette déstabilisation des classes moyennes ne fait donc peut-être que commencer. Voilà, tout ça pour vous dire que, alors même, on l'a vu dans le 2A, que le populisme contredit notre idéal démocratique, eh bien, je viens de le voir en B, il traduit un phénomène profond, et pour nos sociétés, il est vraiment ce que les économistes appellent, je crois, une tendance lourde, quelque chose de profond. Bon, merci beaucoup Philippe. Tout cela n'est pas très réjouissant, me semble-t-il. Je retiens de vos deux interventions que si le populisme ne tue pas nos démocraties, en tout cas, il en change profondément la face. Et si j'ai bien compris Philippe, il en change les fondements essentiels, admettons. Mais ne peut-on pas aussi, avec un peu d'optimisme, imaginer qu'il ne soit pas la seule nouveauté en ce début du XXIe siècle, qu'il y ait d'autres tendances qui se manifestent dans nos sociétés, venant s'ajouter, voire contrecarrer certains effets du populisme? On peut par exemple songer au rôle des nouvelles technologies, là bien sûr e-démocratie, au rôle croissant des ONG, ou plus largement à l'émergence de nouvelles formes d'engagement citoyen. Si l'on croise tout cela avec le populisme, la question la plus large n'était pas celle des mutations de la démocratie, ici et ailleurs. Dans un monde globalisé et numérisé, le système n'est-il pas nécessairement appelé à être très différent de ceux instaurés au début du XXe siècle? Ces derniers n'avaient d'ailleurs pas grand-chose à voir avec la démocratie athénienne dont ils avaient pourtant repris le nom. Peut-être vit-on simplement une nouvelle fois un type de mutation dont le populisme serait un des éléments. Vaste question, messieurs, sur lesquelles nous arrêterons là notre conférence de ce soir. J'ai quelques questions. J'en ai sélectionné deux qui me semblent... Alors, il y en avait beaucoup, mais on ne va pas s'éterniser, passer la nuit ensemble. Donc, j'en ai sélectionné deux qui me semblent extrêmement pertinentes. Alors, une qui nous vient de Grenoble. Existe-t-il un risque politique, populiste, à recourir au référendum? Samir. Oui, je trouve que c'est une question très intéressante, Julie, parce que, en fait... C'est comme si on nous demandait, ou c'est comme si on nous posait la question de savoir s'il existait un risque politique à consulter le peuple. C'est ça. Finalement. Il y a toujours un risque à consulter le peuple. Et le référendum, c'est quoi? C'est un instrument de démocratie directe. C'est un correctif, finalement, des mécanismes de la représentation. C'est un correctif de la démocratie représentative. Comme la démocratie représentative ne permet pas de consulter directement le peuple, on va utiliser le référendum. Le référendum, il existe dans la Constitution française, il existe dans la plupart des constitutions des démocraties contemporaines. Vous savez, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, vous avez la possibilité d'utiliser le référendum. Sauf que ce référendum, il a été utilisé, si on regarde un petit peu l'histoire en France, par exemple, pour répondre pour le cas français, de manière un peu plébiscitaire, par le général de Gaulle, parce qu'il liait son sort au résultat. Rappelez-vous, en 69, lorsqu'il a fait son grand référendum sur le Sénat et sur la régionalisation, il a perdu, il a démissionné. Le référendum, du coup, il a eu longtemps une dimension plébiscitaire. Du coup, ça a créé dans l'opinion publique le choix de savoir s'il fallait soutenir ou non la personne qui posait la question. Et donc, le risque du référendum, c'est pas de consulter les citoyens, c'est que les citoyens ne répondent pas à la question. C'est qu'ils répondent à côté de la question. C'est qu'ils répondent sur le point de savoir s'il faut accepter ou non la reconduction, finalement, de la personne qui nous pose la question. Donc finalement, c'est en quelque sorte le vote sanction. Alors, un exemple très contemporain, c'est l'utilisation du référendum en 2005 pour le traité constitutionnel européen. Il y a eu une partie, évidemment, de personnes qui refusaient ce traité constitutionnel. Et puis il y a eu une autre partie également, une autre composante, si vous voulez, de l'électorat, qui a voulu sanctionner le pouvoir en place. Autre exemple, pour le coup, extrêmement contemporain, c'est le référendum que va organiser Matteo Renzi dans les prochains mois sur la réforme politique italienne, du Sénat italien notamment. Il est question de réformer le système politique, mais les Italiens sont en train de retenir quoi?
si c'est un référendum pro ou contre Matteo Renzi. Parce qu'il a fait quoi? Il a joué son sort sur le résultat. Donc il y a, si vous voulez, il y a un risque politique à utiliser le référendum. Et il y a un risque politique à utiliser le référendum parce que, évidemment, si les citoyens considèrent qu'ils ne vont pas répondre à la question, mais ils vont vouloir répondre au fait de savoir s'ils veulent prolonger ou non votre mandat, eh bien, il y a de fortes chances pour que le référendum soit négatif. Bien sûr. Très bien. Alors, autre question. Le populisme, c'est une question qui nous vient de Paris. Le populisme est donc un phénomène nouveau, mais est-ce un phénomène durable? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? On va essayer. On répondra dans 50 ans. Voilà, exactement. Ben, c'est ça. En fait, alors, on demande un pronostic. Est-ce que c'est un phénomène durable? Moi, je dirais, pour répondre à cette question, on a vu en tout cas que c'est un phénomène, aussi bien dans l'exposé de Samir et peut-être aussi dans ma partie, qui est quand même profond, hein, qui est une tendance lourde, hein, voilà, comme on l'a dit. Et donc, ça ne va pas s'arrêter demain. Ça ne va pas s'arrêter demain. Aujourd'hui, c'est partout, avec des succès électoraux spectaculaires, etc. Ça ne va pas s'arrêter demain. Ça peut s'arrêter en revanche après-demain. Qu'est-ce que j'entends par après-demain? Je crois que l'épreuve de vérité, ça va être l'arrivée des partis populistes au pouvoir. Il faut être clair, bon, Trump, visiblement, après quelques révélations sur quelques propos très récents, ça peut-être pas pour cette fois-ci. Marine Le Pen, elle va faire de très bons scores, mais on pense que ça ne sera pas pour cette fois-ci. Donc, on est autour de 30-40% dans beaucoup de pays. Mais quand on accède au pouvoir, là, le populisme est confronté à finalement ce qu'il rejette, c'est-à-dire la réalité des faits, la mondialisation, la complexité, l'obligation de prendre des décisions rationnelles, avec des effets qu'on doit assumer. Et là, à l'épreuve du pouvoir, que va-t-il se passer? Je crois que Syriza, finalement, a mangé son chapeau. Ils ont accepté les conditions des bailleurs de fonds européens et ils n'ont pas transformé l'Europe du tout. Qu'est-ce qui reste de Tsipras aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste en tant que parti populiste? Voilà. Je pense, c'est mon pronostic, que l'épreuve de vérité, pour nous, ça sera l'Angleterre post-Brexit. Si le Royaume-Uni est un succès, et il y a des éléments qui peuvent faire que l'économie britannique reparte, la société repart, alors là, ça va être une voie royale pour les populistes, notamment en France, qui veulent sortir de l'Europe ou de l'euro. Si le Royaume-Uni plonge dans une période catastrophique, ça commence mal déjà, avec les promoteurs du référendum qui disent « Ah non, moi je ne veux pas prendre le pouvoir ». Le maire de Londres, Boris Johnson, Farage, « Ah non, non, oula, surtout pas, oulala, on ne veut pas participer à ça ». Si l'Écosse s'en va, si c'est une catastrophe dans le Royaume-Uni, alors ça fera réfléchir. Qu'est-ce qui fait que le populisme des années 30 était retombé? C'est les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un moment, ces idées-là, partout dans les années 30 en Europe qui se diffusaient. On les a vues, on a vu l'horreur à l'œuvre. C'est retombé. Maintenant, ça repart. C'est moins grave, évidemment. Mais on va voir le Brexit, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne tel ou tel. Quand Pepe Grillo, l'amuseur public, sera au pouvoir en Italie, le Patrick Sébastien, quand même italien, c'est quand même ça, le parti 5 étoiles. On va voir ce que ça donne. Et là, il y aura beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions. On se rendra compte qu'il n'y a pas de programme, que c'est une catastrophe. Et donc, après-demain, oui, moi je pense que ça retombera. Mais ce n'est pas demain. Samir, tu voulais Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Philippe, parce qu'il a abordé un point, à mon avis, fondamental. C'est finalement l'exercice du pouvoir. C'est parce que la question qui nous est posée, c'est est-ce que ça va être un phénomène durable? En fait, comme en économie, les partis populistes, ils fonctionnent sur le bouleversement de la situation de concurrence. C'est-à-dire que la politique est comme un marché. Et les partis populistes arrivent pour bousculer le marché. Ils arrivent finalement pour remettre en cause des gens qui sont là depuis des années, un système. Et donc ils arrivent avec cette volonté de casser un monopole. Mais une fois que vous rentrez dans le système, une fois que vous êtes au pouvoir, comme le dit Philippe, vous faites la démonstration, vous allez vous confronter aux réalités. Donc, en bousculant un marché qui est oligopolistique ou monopolistique et en rentrant finalement sur le marché, et bien là, vous êtes dans la concurrence, du coup. Et il faut avoir des solutions durables. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est peut-être un système de rotation perpétuelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont venir, des nouveaux modes d'expression. Peut-être que, je ne sais pas ce que sera demain le post-populisme. On n'a pas encore préfiguré ça. Mais il y aura sûrement quelque chose après le populisme. Alors,
il faut peut-être raison garder et se prémunir contre un risque de dictature qui pourrait arriver après le populisme. Mais Philippe l'a très très bien expliqué. C'est la réalité de l'exercice du pouvoir. Il a parlé de Syriza en Grèce, il a parlé du mouvement Cinque Stelle et 5 étoiles de Beppe Grillo. Ils arrivent au pouvoir, ils sont à Rome. Virginia Raggi a gagné la mairie de Rome. Et elle est en train de se lancer dans des réformes. Il faudra qu'on voit dans quelques mois ce que sera la ville de Rome. Est-ce qu'elle sera plus propre et moins polluée que ce qu'elle est aujourd'hui? Très bien, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vous remercie à tous beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Samir, merci beaucoup Philippe. Merci Julie. Merci. Et puis à très bientôt à tous pour une nouvelle conférence. À Au bientôt. revoir.